Ce sera un peu long, effectivement, d'épuiser le sujet aujourd'hui. Non, évidemment. Merci Henri Guénaud d'avoir accepté notre invitation, mais vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Tariq Ramadan, pour qui les révolutions arabes seront islamiques ou peut-être pas. Puis viendra nous rejoindre Alain Escada, pour qui la France sera catholique ou ne sera pas. À tout de suite. Raymond Renaud, le retour, son dernier livre s'attaque au possible scénario d'un feuilleton dont les rebondissements tiennent le monde entier en haleine. Le Printemps arabe, saison 2, nous accueillons Tariq Ramadan. Vous avez des supporters. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Donc on vous associe pour mieux vous opposer souvent à Bernard-Henri Lévy, même intellectuel médiatique, même sens du dandysme. Et puis il se trouve que vous faites tous les deux paraître un livre sur les révolutions arabes. Je sais que vous réfutez ce thème, on y reviendra. Mais il y a quelque chose d'assez curieux, c'est de vouloir publier sur cette situation alors qu'elle est si mouvante. On ne sait pas trop ce qui va se passer en Tunisie, en Égypte, et on le sait encore moins en Syrie, au Yémen ou même au Bahreïn. Pourquoi avoir voulu analyser à chaud au milieu du gué alors que l'histoire est en train de se faire? Écoutez, le texte n'est pas véritablement un texte de projection sur ce qui est en train de se passer. C'est un texte d'analyse sur ce qui se passe avant, que l'on sait, c'est factuel, et en même temps de voir la nature des débats que nous avons aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes en disant qu'il faut véritablement que quelque chose change dans la nature du débat. Donc ce n'est pas du tout une analyse de l'actualité où il y a plein de points d'interrogation. Moi je ne les appelle pas des révolutions. Ça prouve justement que je ne conclus pas et que ce que je sais, c'est que ça n'est pas venu de rien par l'émergence d'une volonté populaire comme on nous l'a présenté. Et donc là, je me pose des questions. Puis ensuite, je fais des analyses sur le fond. Et en même temps, je suis dans l'opposition absolue à ce qu'on est en train de nous présenter dans les sociétés majoritairement musulmanes elles-mêmes, parce que ça ne vient pas de l'Occident, c'est-à-dire de cette polarisation entre les laïcs et les islamistes, oui. Et puis qui, à mon sens, est aujourd'hui un des grands éléments de la crise du monde arabe. C'est-à-dire que ça empêche d'évoluer dans le débat, parce que les uns et les autres ne se légitiment que par rapport à la présence de l'autre, les islamistes par rapport aux laïcs, les laïcs par rapport aux islamistes, alors que les vraies questions sociales, éducation, politique, indépendance, relations sud-sud ne sont pas du tout traitées dans le monde arabe aujourd'hui, et les vraies révolutions, les vrais processus de démocratisation ne passeront que par là, à mon sens. Donc j'essaie de faire un travail de contribution à l'analyse critique. Vous estimez c'est pas du Bernard-Henri Lévy. Je comprends bien, mais c'est vrai qu'on présente souvent ces mouvements, ces soulèvements, comme vous préférez dire, comme un conflit entre laïcs et religieux, et vous estimez que c'est une vision réductrice? Oui, je pense que c'est une vision réductrice, et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est un certain nombre des défis des sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est effectivement d'abord l'idée que les États-Unis, que l'Europe, que la France auraient tout à coup vu apparaître ces mouvements sans en rien savoir n'est pas vrai. On sait qu'il y a eu des formations pour les blogueurs, on sait qu'ils ont été formés, que les États-Unis, Google, 2 ans avant... À l'action non violente. Oui, à l'action non violente, on le savait sur Milosevic, on savait tout ceci. Est-ce à dire que tout est contrôlé? C'est ce que je réfute dans le texte. Mais qu'on nous dise qu'on ne savait rien, je le réfute de la même façon, en disant aujourd'hui que le monde arabe, puisque ça se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, est en train de vivre des crises, mais fondamentales. D'abord, des crises générationnelles. Ces jeunes qui mobilisent leur peuple ne sont pas du tout dans le même rapport avec leur tradition culturelle, religieuse, voire même avec la modernité, voire avec Internet, que le sont les anciennes générations. Donc il faut imploser les anciennes catégories, on ne s'en rend pas compte. Deuxième des éléments qui est important, c'est que quelque chose se passe au Moyen-Orient dont il va falloir prendre la mesure, c'est le déplacement vers l'Est. L'intervention, 7 fois, la relation économique de la Chine avec la région a été multipliée par 7. L'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil sont très présents sur le terrain, et les États-Unis, comme la France, qui est passée complètement à côté de la Tunisie et à qui on a offert de pouvoir être au premier rang de la Libye. Vous savez, je vous ai entendu tout à l'heure dire une chose qui me choque fondamentalement. Vous êtes dans une position extrêmement
favorable. C'est-à-dire que vous êtes un conseiller du politique, donc on peut critiquer le politique et vous avez la parole théorique extrêmement séduisante. Mais finalement, la Ligue arabe, quand elle accepte l'intervention en Libye, elle n'accepte pas ce que ça va devenir, ce que vous avez forcé. Elle accepte d'abord, et l'idée c'était une zone d'exclusion aérienne pour pouvoir maîtriser. Et là, tout à coup, la porte s'est ouverte pour pouvoir vous engouffrer dans une intervention qui est une intervention qui a des raisons géostratégiques et économiques de premier ordre. C'est pas moi qui le dis, les textes et les références à la relation avec le pétrole, la question géostratégique, vous avez un rôle très important. Ça et vous voulez pas l'argument humanitaire. Non, ça n'invalide pas l'argument humanitaire, mais j'aimerais un autre argument humanitaire, parce que la même Ligue la Ligue arabe avait demandé la même chose en Palestine, une zone d'éclusion aérienne, et tout à coup la France n'a pas entendu. C'est-à-dire qu'elle a entendu pour le sang libyen, mais pas pour le sang palestinien. J'aimerais que votre clause éthique soit la même en Palestine. Excusez-moi, cette surdité partielle, vous pouvez répondre peut-être. Je peux répondre. Il faut vous débarrasser un jour de cette manie de chercher partout des complots, des intérêts cachés, du cynisme. Voilà, personne n'est intervenu en Libye pour le pétrole. Pardon, mais c'est une contre-vérité et c'est une stupidité, excusez-moi. Voilà, personne n'a pensé au pétrole en intervenant en Libye. Il n'y avait pas pensé, vraiment. Non, pas vraiment, non. Et d'ailleurs... Mais non. Là, c'est même pas très sérieux ce que vous dites. Mais non, vous savez, la Libye ne modifie pas l'équilibre du marché pétrolier. On l'a d'ailleurs parfaitement vu pendant la guerre en Libye. Pardonnez-moi de venir à son soutien, mais elle vend son pétrole. Non, mais elle vend son pétrole, sérieusement. Elle le vend son pétrole. Qui donc? La Libye. Oui, mais il y a des contrats avec la France que même des journaux français, même des journaux français ont relevé qu'il y avait un accord sur 35% du pétrole de l'exportation. Ça vient d'où cela? Vous allez me dire que quand la France, ils vendaient pas son pétrole. La France a-t-elle fait un accord sur 35% d'exportation du pétrole? Avec le Conseil national de transition, il n'y a pas d'accord. Oui, mais tout est un mensonge. Oui, c'est un mensonge, mais je sais que ça ne vous dérange pas. Mais c'est un mensonge. Qu'est-ce qui ne me dérange pas? Le mensonge, pardon. Le mensonge ne me dérange pas. Oui, cette manie d'affirmer toujours ce que vous trouvez dans les journaux, ce que vous ramassez dans les poubelles, dans les égouts. Guénaud, non mais franchement, juste une précision. Non, Monsieur Ramadan, il n'y a eu aucun des choses accord. Que je trouve dans les poubelles. Il y a eu aucun accord avec le CNT sur un quelconque partage de la production pétrolière libyenne. C'est une contre-vérité absolue. Monsieur Guénaud, à qui voulez-vous faire croire? Mais je m'en fous. Je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas la croire, ne la croyez pas. Voilà. D'abord, vous voulez me faire croire que vous ne dites que la vérité, ce qui... Ah, j'essaye. Oui. Ça m'étonnerait sur cette question-là. Je vous l'ai dit quand même, voilà. Très bien. Donc, à votre vérité, je vais répondre par un certain nombre de faits qui sont ceux, effectivement, de votre intervention sélective dans un certain nombre de pays arabes. Et vous êtes intervenu en Libye. Vous n'allez pas me faire croire, comme je crois à 99% de la population française, que vous êtes intervenu en Libye uniquement pour des raisons humanitaires. Non seulement ça m'étonne, mais c'est incroyable. Eh bien voilà. Au sens littéral du terme. Votre vérité est incroyable. C'est bien dommage que vous en soyez arrivé au point de ne pas pouvoir imaginer que cela fût possible. Eh bien oui. Mais je vais même des vous gens dire... qui sont capables d'intervenir pour des raisons humanitaires, pour empêcher une population d'être massacrée. Mais monsieur, vous auriez dû intervenir. Vous auriez dû intervenir de façon beaucoup plus ferme au Rwanda. Vous auriez dû intervenir de façon beaucoup plus ferme en Palestine. Vous auriez dû intervenir de façon plus ferme. Mais monsieur, laissez-moi vous dire simplement qu'à l'argument de me dire que je vous interpelle avec des arguments de poubelle, je vous dis simplement une chose, un tout petit peu de dignité dans l'argumentaire. C'est vous qui en manquez. C'est vous qui en manquez singulièrement, notamment à propos du Rwanda. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République et moi, je n'étais pas conseiller du président de la République et que l'affaire rwandaise est une affaire extrêmement compliquée. Voilà, donc, et c'est toujours très facile de réécrire l'histoire ensuite. Mais j'ai pas souvenir, encore une fois, que Nicolas Sarkozy était président de la République au moment de l'affaire rwandaise. Ça n'a rien à voir. Messieurs, la politique française. Je vous réponds. Ah oui, mais la politique, moi je suis responsable. Depuis que vous êtes aux affaires, la politique française s'est moralisée. Deuxièmement,
Vous êtes moraux depuis que vous y êtes. Peut-être un peu plus. D'ailleurs, j'ai vu les foules à Benghazi, j'ai vu les foules en Géorgie qui sont venues accueillir le président de la République. C'est bien que vous voyez les foules en Palestine et à Gaza. On va revenir sur la Palestine. Non, ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Parce que Zemmour bouillonne. Ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Zemmour, en tout, il faut mesurer les conséquences de ce qu'on fait et savoir si les conséquences n'aggravent pas les causes qu'on veut corriger. Bon, voilà. Il n'y a aucun irresponsable au monde qui peut penser un instant que nous n'aggraverions pas les choses au Moyen-Orient, y compris pour les Palestiniens, en créant une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Gaza. Voilà. Vous pouvez penser le contraire. Moi, je pense que c'est parfaitement irresponsable. Irresponsable pour la paix du monde et pour la stabilité de la région. Irresponsable pour les Palestiniens. C'est mon opinion. Tous les dirigeants de la Ligue arabe sont irresponsables. Oui, d'ailleurs, ils sont responsables. Quand ils vous donnent l'autorisation d'aller en Libye, irresponsables. Vous avez remarqué qu'ils interviennent depuis 1973, ils sont intervenus très souvent militairement pour sauver les Palestiniens. Ce serait un crime. Mais on ne parle pas d'intervenir militairement, on parle d'empêcher des gens d'intervenir militairement. Une zone d'exclusion aérienne, ah oui, vous imaginez que les choses se passeraient aussi facilement. On passerait son temps à faire la guerre, c'est ce que j'ai dit à M. Guénaud tout à l'heure. Non, mais donc il faut... On passerait son temps à faire la guerre à tout le monde. Éric Zemmour, ce que je dis, c'est que je n'ai surtout pas envie que la France intervienne partout. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on nous présente une intervention comme une intervention éthique qui justifierait celle-ci et qui nous fasse oublier les autres. Ce que je critique ici, c'est le caractère sélectif de l'intervention et qu'on nous présente comme une vérité absolue. Le sang libyen a intéressé la France. À un moment tout à fait particulier, en invitant... Attendez, mais vous voulez qu'on parle des faits, Monsieur Guénaud? Vous vous êtes intéressé au sang libyen quand vous avez reçu Kadhafi avec les honneurs? Vous êtes intéressé au sang libyen, Monsieur Kadhafi? Monsieur Guénaud, est-ce que vous êtes intéressé... Attendez, vous allez peut-être me dire... Vous allez peut-être me dire... Attendez, laissez-moi terminer. Vous répondrez à mon argument pathétique avec la sagesse qui vous sied. Merci. Mais j'aimerais juste... Merci, voilà enfin une parole sage. Alors laissez-moi terminer. Je vous remercie. Il restera isolé, je le crains. À votre dignité répond ma sagesse. Donc en l'occurrence, Monsieur Guénaud, est-ce que vous allez nier le fait que la France et des entreprises françaises ont aidé le gouvernement libyen sous Kadhafi, à s'occuper de la surveillance des opposants libyens? Vous intéressiez au sang des Libyens à ce moment-là? On sera venu effectivement d'épuiser le sujet aujourd'hui. Non, évidemment. Merci Henri Guénaud d'avoir accepté notre invitation, mais vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Tariq Ramadan, pour qui les révolutions arabes seront islamiques ou peut-être pas. Puis viendra nous rejoindre Alain Escada, pour qui la France sera catholique ou ne sera pas. À tout de suite. Raymond Enolo, le retour. Son dernier livre s'attaque au possible scénario d'un feuilleton dont les rebondissements tiennent le monde entier en haleine. Le Printemps arabe, saison 2. Nous accueillons Tariq Ramadan. Vous avez les supporters. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Donc on vous associe pour mieux vous opposer souvent à Bernard-Henri Lévy, même intellectuel médiatique, même sens du dandysme. Et puis il se trouve que vous faites tous les deux paraître un livre sur les révolutions arabes. Je sais que vous réfutez ce thème, on y reviendra. Mais il y a quelque chose d'assez curieux, c'est de vouloir publier sur cette situation alors qu'elle est si mouvante. On ne sait pas trop ce qui va se passer en Tunisie, en Égypte, et on le sait encore moins en Syrie, au Yémen ou même au Bahreïn. Pourquoi avoir voulu analyser à chaud au milieu du gué alors que l'histoire est en train de se faire? Écoutez, le texte n'est pas véritablement un texte de projection sur ce qui est en train de se passer, c'est un texte d'analyse sur ce qui se passe avant, que l'on sait, c'est factuel, et en même temps de voir la nature des débats que nous avons aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes en disant qu'il faut véritablement que quelque chose change dans la nature du débat. Donc ce n'est pas du tout une analyse de l'actualité où il y a plein de points d'interrogation. Moi je ne les appelle pas des révolutions. Ça prouve justement que je ne conclus pas et que ce que je sais, c'est que ça n'est pas venu de rien par l'émergence d'une volonté populaire comme on nous l'a présenté. Et donc là, je me pose des questions. Puis ensuite, je fais des analyses sur le fond. Et en même temps, je suis dans l'opposition absolue à ce qu'on est en train de nous présenter dans les sociétés majoritairement musulmanes elles-mêmes, parce que ça ne vient pas de l'Occident, c'est-à-dire de cette polarisation entre les laïcs et les islamistes, et puis qui, à mon sens, est aujourd'hui un des grands éléments de la crise du monde arabe. C'est-à-dire que ça empêche
d'évoluer dans le débat parce que les uns et les autres ne se légitiment que par rapport à la présence de l'autre, les islamistes par rapport aux laïcs, les laïcs par rapport aux islamistes, alors que les vraies questions sociales, éducation, politique, indépendance, relations sud-sud ne sont pas du tout traitées dans le monde arabe aujourd'hui et les vraies révolutions, les vrais processus de démocratisation ne passeront que par là, à mon sens. Donc j'essaie de faire un travail de contribution à l'analyse critique. Vous estimez c'est pas du Bernard-Henri Lévy. Je comprends bien, mais c'est vrai qu'on présente souvent ces mouvements, ces soulèvements, comme vous préférez dire, comme un conflit entre laïcs et religieux, et vous estimez que c'est une vision réductrice? Oui, je pense que c'est une vision réductrice, et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est un certain nombre des défis des sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est effectivement, d'abord, l'idée que les États-Unis, que l'Europe, que la France auraient tout à coup vu apparaître ces mouvements sans en rien savoir n'est pas vrai. On sait qu'il y a eu des formations pour les blogueurs, on sait qu'ils ont été formés, que les États-Unis, Google, 2 ans avant... À l'action non violente. Oui, à l'action non violente, on le savait sur